Jeudi 19 septembre 2019, bienvenue aux informations de la mi-journée. Le gouvernement du président Patrice Talon décide de régulariser la situation de plusieurs milliers d'enseignants. Les concernés se réjouissent d'être enfin rétablis dans l'administration béninoise. Ceci après environ 13 ans de traversée du désert. 33 établissements privés sont sommés de fermer selon une note circulaire du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle en date du 17 septembre 2019. Les raisons de cette décision sont à suivre dans cette édition. Et puis, le gouvernement béninois a renouvelé ses appuis aux personnes en situation difficile ce mercredi. Véronique Taïfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a apporté de la joie au cœur de ces handicapés en leur offrant des kits scolaires et des enveloppes financières. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, le gouvernement du président Patrice Talon décide de régulariser la situation de plusieurs milliers d'enseignants. À la suite de cette décision prise en Conseil des ministres le 11 septembre 2019, les concernés se réjouissent d'être enfin rétablis dans l'administration béninoise. Ceci après environ 13 ans de traversée du désert. Isaac Adié. Le Conseil des ministres en date du 11 septembre 2019 a pris d'importantes décisions. Il s'agit entre autres de la régularisation des agents de l'État sans salaire depuis 2007. Une décision qui met fin à plusieurs années de galère de plus de 2476 agents occasionnels. Au-delà de la décision politique, le gouvernement a fait montre de célérité dans le traitement du dossier. Éric Aynanon, directeur du suivi des carrières à la fonction publique, a confié aux confrères de Océan FM que la première vague de ces agents occasionnels et autres agents au service de l'État depuis 2007 et sans salaire pourraient commencer à percevoir leur premier salaire d'ici le mois d'octobre. Une nouvelle qui ne peut que susciter la joie. Je crois que c'est une décision salutaire et nous ne pouvons pas ne pas remercier le gouvernement pour avoir pris cette mesure en notre faveur. Parce que c'est une décision que nous avons rêvée depuis un bon moment. Et je crois que là, ça vient nous donner du baume au cœur. Du moment où la communication est passée en Conseil des ministres, nous voudrons faire encore un plaidoyer pour qu'il y ait quand même une certaine célérité dans le traitement de ce dossier-là. Tel que le gouvernement l'a dit, la justice soit rétablie et que nous puissions rentrer en possession de nos différentes allocations, rappels, etc. Nous promettons nous mettre, d'ailleurs nous n'avons jamais baissé les bras et je crois que c'est pour cette raison-là que le gouvernement a voulu nous rétablir dans nos droits. Parce que depuis 13 ans que nous sommes en activité, nous avons connu vraiment cette galère-là et je crois que si le gouvernement veut nous rétablir, c'est pour une bonne cause en fait. Et déjà, à l'orée de cette année scolaire, je pense que ça va nous requinquer, ça va nous donner du moral pour faire face à nos différentes activités pédagogiques. 32 milliards de francs CFA, c'est le montant que doit débourser le trésor public à cet effet. Il s'agit d'une action courageuse face à un sujet qui a longtemps repoussé plusieurs gouvernements. Dans le monde des agents de l'État sans salaire depuis 2007, c'est la grande joie. La décision du gouvernement est venue essuyer des larmes, ôter la honte, puis soustraire de l'étau de la peur d'être renvoyé un jour. Quelques agents nous donnent ici leurs impressions. Ils sont au micro de Isaac Adié et de Silas Zoyen. Le jour j'avais appris la nouvelle, premièrement j'ai coulé les larmes. J'ai pleuré à chaudes larmes. Parce que beaucoup disaient que si le Pierre vient, va vous renvoyer. Qu'il s'appelle même déjà vous renvoyer. Mais le jour où j'avais appris ça, vraiment, j'étais ému. C'est-à-dire, je pleurais de joie. Je ne sais même pas quelle prière il faut faire pour le Pierre. Je le remercie. Il aura la longévité à poursuivre ses œuvres, à continuer. Présentement, là où je suis animé d'un sentiment de joie
et je suis débordé de joie, une joie qui ne dit pas son nom. Et je crois que tous les concernés, à l'heure où nous parlons, sont en train de jubiler de joie. Et nous sommes là pour dire merci au chef de l'État pour cette décision salutaire, cette décision gouvernementale qui vient de sauver des milliers de Béninois qui sont en train de travailler depuis des années, depuis plus de 10 ans et qui sont sans salaire pour d'autres qui sont en train de percevoir quelques 33 000 et puis après la suspension en 2018. L'attente n'est pas du tout facile. Parce que rester sans salaire pendant 11 ans, vraiment, c'est dur. C'est-à-dire qu'il faut vivre le cas pour comprendre ce que les gens endurent, ce que nous endurons. Parce que j'en fais partie de ceux-là. Beaucoup sont morts aujourd'hui parmi nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humiliation. Vous êtes là, les autres prennent les salaires, alors que vous faites le même travail avec eux. Mais à la fin du mois, les autres vont percevoir, vous êtes là, vous n'avez même pas un seul sou. Même vous êtes malade, vous ne pouvez même pas aller vous faire soigner. Le manger même, c'est un problème. C'est-à-dire la discorde entre la famille, les parents. Vraiment, c'est-à-dire on vient au travail parfois. On rentre dans la classe, on tient la craie et on commence par couler les larmes. On se dit, qu'est-ce que je viens faire ici? C'est-à-dire, et on se dit, mais il faut laisser les enfants. Et on se dit, ce n'est pas la faute des enfants. Mais comme on aime le métier, on vient toujours. Ceux qui ont parfois les contrats se moquent de vous. Ils viennent vous voir pour dire qu'est-ce que vous cherchez encore là, aller passer un concours, aller passer un test, qu'est-ce que tu vieillis, mais pourtant... Donc nous voudrions qu'il y ait un suivi pour que toute cette situation soit totalement réglée et qu'on n'en parle plus avant 2020. Je ne m'attendais pas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, merci Pierre, merci, merci, merci. Parents d'élèves, attention, il y a des collèges qui doivent fermer. C'est une décision du ministère de l'enseignement secondaire. 33 établissements privés sont concernés et ils sont sommés de fermer selon une note circulaire en date du 17 septembre 2019. Plus d'explications dans cet élément de Latifou Boni. Après le cas des établissements supérieurs, ce sont des collèges privés d'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle qui ont été démasqués. Ils sont 33 établissements assommés de mettre la clé sous le paillasson. Des établissements secondaires privés qui exerçaient sans agrément. Ils ont été décelés après une opération de vérification effectuée par Maoyon Kapo et son équipe sur toute l'étendue du territoire. Les 23 établissements sont disséminés sur 7 départements du pays et c'est l'Atlantique qui vient en tête avec 14 collèges privés. Adjara Adovier, une localité du même département, compte à elle seule 7 collèges incriminés. La Liborie, le Zou et les collines suivent avec 4 établissements épinglés pour chaque département. Le littoral est concerné pour 3 collèges. Le Bogou et l'Ouémé ont chacun 2 établissements fermés. Atelier sur le renforcement du rôle des médias béninois dans la promotion des droits de l'homme. C'est une initiative de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, qui a été lancée hier et ce pour 2 jours. Le hearing sur le renforcement du rôle des médias dans la promotion des droits de l'homme, c'est le thème choisi pour ces échanges. Un thème qui vise à outiller les acteurs des médias afin qu'ils puissent mieux assurer leur rôle de diffusion pour le respect des droits inhérents à la personne humaine. Dieudonné Babatunde, Silazini pour le compte rendu. Les acteurs des médias face à leurs responsabilités et leur rôle dans la promotion des droits de l'homme au Bénin. C'est autour de ce thème qu'a lieu ce hearing, cette séance d'information, de formation et d'échange. Une initiative de la Commission béninoise des droits de l'homme qui, au-delà de son rôle avant-gardiste dans la protection et la promotion des droits de la personne humaine au Bénin, a envie d'associer la presse à cette problématique importante qui a existé de tout temps. Nous avons constaté, après novembre 2018, que des journalistes ont été inculpés pour diffusion de fausses informations. Nous avions constaté une censure de l'Internet le jour où le pays organisait les élections législatives et la Commission a estimé
qu'il était de notre devoir d'aller vers les professionnels des médias et de discuter de ces questions-là. Parce que l'avantage que nous avions en tant que commission, c'est que nous avons un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics. Mais mieux, si les lois qui ont été votées sont des lois qui violent les instruments internationaux dont le Bénin est parti, nous avions parmi nous des députés qui siègent. Et la loi nous donne la possibilité, à travers ces députés, de faire des propositions de loi. Un des partenaires, le seul soutien extérieur d'ailleurs, à avoir accompagné cette institution dans l'organisation de cette séance est la Fondation Friedrich Ebert. Un accompagnement qui n'a pas été du tout marchandé au regard du sujet à débattre, mais aussi et surtout en raison des nombreuses actions entreprises par cette fondation dans le processus de démocratisation au Bénin. Il n'y a pas pour la Fondation Friedrich Ebert d'état de droit démocratique sans la promotion, la défense des droits de l'homme. Ce qui justifie que dans son action programmatique, les droits de l'homme constituent un axe transversal de toutes les activités qu'elle mène, aussi bien au Bénin, au Togo, au Burkina Faso et parfois sur le plan régional en Afrique. C'est pour cela qu'elle n'a pas hésité à apporter son soutien à cette initiative et voudrait surtout que les médias qui constituent un fer de lance de la démocratie soient associés à l'œuvre de promotion et de défense des droits de l'homme que voudrait accomplir la Commission béninoise des droits de l'homme au regard des textes pertinents de la République et même sur le plan international. Au cours de cet atelier de 2 jours, ces journalistes seront imprégnés à travers diverses communications de ce que c'est que les droits de l'homme, les attributions, les missions et activités de la Commission béninoise des droits de l'homme, la procédure de saisine de cette institution nationale, bref, une sorte de porte ouverte sur la CBDH. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance est venue en appui aux handicapés ce mercredi 17 septembre 2019. Un acte du gouvernement qui vise l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes en situation difficile. C'est la mise en œuvre de la vision éclairée du chef de l'État en matière de protection sociale et de la solidarité. Le compte-rendu est fait sur les images de Paul Estessa aussi. Le handicap n'est pas une fatalité, chacun compte pour la nation et le gouvernement du Bénin l'a si bien compris qu'il vient toujours en appui aux personnes en situation difficile. En ce début d'année scolaire, Véronique Toyin-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, apporte de la joie au cœur de ces handicapés en leur offrant des kits scolaires et des enveloppes financières. Il s'agit là de la volonté exprimée du président de la République, son Excellence Patrice Talon, de prendre en compte les besoins spécifiques des composantes fragiles de notre société dans sa politique de réforme structurelle en vue de leur autonomisation. Des appuis qui vont à l'endroit des orphelins et enfants vulnérables, des étudiants handicapés non boursiers et non secourus, des patients stabilisés de centres de prise en charge psychiatrique et des personnes handicapées, soins chirurgicaux et appareillages. Les étudiants handicapés ont ainsi été sélectionnés après étude de leur dossier par les services du Fonds, en collaboration avec le bureau de l'Association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin, sous le contrôle bien entendu de la direction des bourses et secours universitaires. Quant aux autres bénéficiaires, leurs dossiers ont été constitués au niveau des centres de promotion sociale de leur localité, puis transmis au FASN pour étude, soit par le biais de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, soit par la direction générale de la famille et des affaires sociales, à travers sa direction des personnes handicapées du 3e âge ou la cellule Cœur Espoir. Les bénéficiaires ont remercié le gouvernement pour ses appuis. Ces appuis témoignent de la solidarité du gouvernement à l'endroit des personnes handicapées et leur permet de participer au développement de notre nation commune. Nous sommes particulièrement contents et heureux. À vous, bénéficiaires de ce jour, je voudrais dire que l'appui qui vous est octroyé vous oblige à relever les défis que cela appelle. Il réduira votre état de vulnérabilité
et vous engage à œuvrer pour votre autonomisation. Je vais donc inviter solennellement chacun de vous à faire preuve de bonne conscience, d'abnégation et de persévérance dans l'exploitation de cet appui. Le montant total des appuis de ce jour, mercredi 18 septembre 2019, est de 11 148 386 francs CFA. Il est à noter que la distribution des kits se poursuivra au profit de 1390 orphelins et enfants à haute vulnérabilité répartis sur tout le territoire national. En prélude au prochain sommet Afrique-France 2020, dont le thème est Ville durable, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, en partenariat avec l'ambassade de France près le Bénin, a organisé dans la matinée de ce jeudi un atelier sur le développement durable des territoires. Plusieurs panels sont prévus et la finalité est de repenser aujourd'hui l'aménagement du territoire et la gouvernance urbaine en s'appuyant sur les 17 objectifs du développement durable, surtout l'ODD numéro 11 qui concerne les villes. Suivez ici un extrait du ministre José Didier Tonato. Il est au micro de Théodule Ronsa. L'urbanisation en Afrique et au Bénin n'a donc pas été suivie d'un développement économique conséquent des territoires. De très nombreux défis persistent dans les territoires et touchent entre autres l'accès aux services de base, la mobilité des biens et des personnes, l'adaptation aux effets du changement climatique, l'attractivité économique, la création d'emplois et la mobilisation des ressources pour le financement des infrastructures. Dans un tel contexte, il convient d'engager les villes et territoires dans une dynamique de développement économique durable. Le gouvernement du président Patrice Talon a pris la mesure de la situation en déployant une offensive aussi bien au plan stratégique que opérationnel. Au plan stratégique, nous avons une vision développement spatial territoire à travers le schéma national d'aménagement du territoire, encore appelé agenda spatial, qui organise le développement du pays autour de 6 pôles régionaux de développement ayant des fonctions bien déterminées. Chaque pôle est tiré par une ou plusieurs villes motrices sur le moyen terme. Le gouvernement, et là c'est sur le plan opérationnel, à travers son programme d'action PAG 2016-2021, le gouvernement a engagé une série de réformes et d'actions concrètes qui contribuent à relever qualitativement et quantitativement les conditions de vie des populations. Et la promotion des villes et des territoires durables reste au cœur de ce programme et reste donc un enjeu capital de ce PAG, comme le traduisent si bien plusieurs projets en cours. Voilà pour le journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.